Et nous sommes ce soir avec Perrine Tarnot, directrice de l'information à Public Sénat. Bonsoir Perrine. Bonsoir. Et Richard Verly, correspondant en France du média suisse Blick. Ravi de vous retrouver tous les deux pour parler surtout de ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui s'ouvre demain au Grand Palais à Paris. D'abord, quels sont les enjeux, Perrine, de ce sommet pour l'Elysée? C'est un peu le retour de la Startup Nation chère à Emmanuel Macron, sur laquelle il avait fait sa communication, notamment lors de son premier mandat. Emmanuel Macron veut à tout prix que la France ne soit pas dépassée, qu'on ne soit pas un pays qui soit à rebours de l'histoire contemporaine, technologique, telle qu'elle s'écrit aujourd'hui. Et c'est à tout prix être présent dans la grande compétitivité internationale, notamment face aux deux mastodontes que sont les États-Unis et la Chine, face à donc ChatGPT pour les Américains et DeepSeek pour les Chinois. L'enjeu aussi pour Emmanuel Macron, c'est d'être le leader en Europe, alors qu'on voit bien que son étoile politique, son aura politique a pâli au niveau européen. C'est de prendre ce lead technologique et c'est de montrer que la France est encore capable d'organiser des grands sommets internationaux sur les nouvelles technologies et de faire en sorte que l'Europe ne reste pas sur le bord de la route technologique. Alors on sait que de nombreuses personnalités internationales sont attendues, notamment des chefs d'État et de gouvernement étrangers. Est-ce qu'on a une idée un petit peu plus précise de la liste des invités attendus? Alors, il y a un invité qu'Emmanuel Macron cajole beaucoup, c'est le Premier ministre indien, Narendra Modi. Je dis cajole parce qu'il va aller avec lui à Marseille. Il y a aussi le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, et ce sera sa première grande sortie à l'étranger. Donc, tout le monde va un petit peu scruter ce qu'il dit, pardon. On ne sait pas encore ce qu'il en est d'Elon Musk, mais il a été invité. Et parmi les chefs d'entreprise, il y a Sam Altman, le créateur de ChatGPT, qui était récemment, fin janvier, dans le bureau de Donald Trump à la Maison-Blanche. Vous savez, pour ce plan de 500 milliards de dollars d'investissement dans l'intelligence artificielle. Donc, la volonté d'Emmanuel Macron, c'est effectivement... Il a toujours un peu la même méthode, Emmanuel Macron. Il avance, il joue la locomotive, notamment européenne, et il espère que derrière, on va le suivre. Et toute la question, c'est celle-là. Est-ce que la France va se retrouver un peu comme organisatrice d'un sommet, mais sans réel moyen de raccrocher les wagons avec d'autres partenaires européens, parce qu'il faut, ça ne vous a pas échappé, beaucoup d'argent, même si DeepSeek prouve, l'initiative chinoise, qu'on peut réussir un moteur d'intelligence artificielle avec beaucoup moins de fonds que les Américains. Dans ce genre de sommet, est-ce qu'il n'évoque que, là en l'occurrence, l'intelligence artificielle, ou on peut s'attendre à ce qu'il y ait des rencontres consacrées aux autres dossiers chauds du moment? Il y a toujours des à côté, évidemment, comme l'a dit Richard, le vice-président américain est à Paris. Dans le contexte géopolitique actuel, on se doute que le sujet unique ne va pas être... Enfin, il ne va pas y avoir un seul sujet, l'intelligence artificielle, et que les autres dossiers actuels vont être abordés. Avec l'Indien, Modi, effectivement, il y a des grands enjeux aussi géopolitiques. Donc c'est évidemment une opportunité pour Emmanuel Macron de mettre autour de la table différentes personnalités mondiales. Il en avait fait de même au moment de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Voilà, c'est des grandes opportunités d'avoir autour de la table plusieurs leaders mondiaux. Alors Emmanuel Macron va prendre la parole ce soir à la télévision à 20h30. Richard, est-ce qu'on a déjà une idée de la tonalité de cette allocution? Est-ce qu'on sait sur quoi porteront les éventuelles annonces qui vont être faites? Alors, ces derniers temps, il a beaucoup insisté, y compris ces derniers jours, sur ce que l'intelligence artificielle peut changer dans nos vies, et notamment sur le plan de la santé. Il est allé à l'hôpital Gustave-Roussy, dans la région parisienne, qui s'occupe de cancer. Donc je crois qu'un des grands axes d'Emmanuel Macron, c'est de démontrer aux Français, en gros, n'ayez pas peur. L'intelligence artificielle, ce n'est pas ce diable qui va vous gouverner, mais c'est au contraire quelque chose qui peut vous aider, et vous aider éventuellement à survivre et à faire face aux problèmes médicaux. Donc je crois que ça va être vraiment ça, son axe. Le deuxième axe, ça va être un appel, comme souvent encore une fois avec lui, appel aux Européens à dire qu'il faut investir. Je rappelle juste que dans le rapport que Mario Draghi, l'ancien Premier ministre italien, avait fait sur le marché unique européen, la somme évoquée, c'est 800 milliards d'euros par an pour rattraper le retard en termes d'innovation et de recherche sur les États-Unis. Oui, puis je pense qu'Emmanuel Macron va vouloir aussi, j'imagine, annoncer des investissements en France. On a vu que là, que les Canadiens étaient prêts à investir des dizaines de milliards de dollars canadiens pour construire des data centers en France. Donc je pense que c'est aussi une opportunité pour le président français d'annoncer des investissements massifs dans ces nouvelles technologies. Et puis peut-être d'essayer d'envisager
On parle beaucoup d'un Airbus de l'intelligence artificielle, donc d'essayer de poser la première pierre d'une construction européenne dans ces nouvelles technologies. Alors évidemment, cette stratégie du président français, elle ne plaît pas à tout le monde, notamment à gauche. Jean-Luc Mélenchon, il accuse Emmanuel Macron de placer la France, je le cite, sous l'emprise des milliardaires de la Silicon Valley. Ça montre bien que même l'IA, ça peut être un sujet finalement de tension politique en France. Évidemment, mais Jean-Luc Mélenchon n'a pas complètement tort. Dans l'état actuel des choses, la dépendance de l'Union européenne est telle qu'effectivement, chaque nouvelle acquisition de logiciels, chaque nouveau pas en matière d'intelligence artificielle repose beaucoup sur la technologie américaine. Je vais prendre un seul exemple. Récemment, le Parlement européen a passé un accord pour l'exploitation de ces données. Vous savez qu'il y a beaucoup de traductions au Parlement européen. Eh bien, cet accord, c'est avec une société américaine. Donc l'enjeu, il est énorme. Ce qu'il faut, c'est arriver, à créer un géant européen et deuxièmement, protéger à tout prix les données européennes parce que toutes les données qui partent vers les États-Unis sont en quelque sorte des données perdues que les géants américains vont littéralement cultiver et utiliser pour améliorer les performances de leurs moteurs. Je voudrais peut-être souligner qu'il y a d'ailleurs une contradiction parce qu'effectivement, Emmanuel Macron veut insister sur la compétitivité non seulement de la France mais aussi de l'Union européenne et au même moment, dans le budget 2025 de la France qui vient d'être adopté, eh bien, il y a des crédits qui ont été supprimés pour la recherche, le crédit impôt recherche pour les grandes entreprises, mais également des bourses qui étaient destinées à des doctorants qui intègrent des jeunes entreprises, notamment des jeunes pousses, des start-up. Et donc tous ces crédits ont été supprimés du nouveau budget. Donc il y a une forme de contradiction en ce moment. Et tout cela nous mène au reste de l'actualité politique cette semaine en France. Et je pense notamment au projet de loi de finances pour 2025 qui a été définitivement adopté par le Parlement. La France a donc un budget. Le Premier ministre François Bayrou échappe à la censure. On peut dire mission accomplie pour François Bayrou. Il va pouvoir reprendre son souffle. Oui, alors il a encore une nouvelle censure, je crois, sur la deuxième partie du budget de la Sécurité sociale. Exactement, c'est le budget de la Sécurité. Voilà. Pas le budget. Et mission accomplie. Effectivement, mission accomplie à double titre. D'abord parce qu'il n'a pas été forcé de démissionner. C'est quand même énorme. On se souvient de ce qui s'est passé pour Michel Barnier. Et ensuite parce qu'il a réussi le décrochage des socialistes du nouveau Front populaire. Les socialistes qui sont toujours un peu dans une situation de bascule. Ils soutiennent le gouvernement, mais ils n'y participent pas. Mais de fait, c'est une victoire politique. À quel prix ? Au prix d'un budget, il faut bien le dire, qui est celui de l'immobilisme. Je rappelle que les prévisions, c'est 5,4% de déficit public en fin d'année. On sera probablement autour de 3500 milliards d'euros de dette. En termes économiques, c'est quand même pas brillant. Perrine, vous êtes d'accord, victoire politique et immobilier. Oui, il s'est acheté effectivement un sursis, François Bayrou. Voilà, il sait que son gouvernement va pouvoir survivre encore quelques semaines. Il y a effectivement des motions de censure qui vont être déposées autour du budget de la sécurité sociale, mais qui ont peu de chances de passer avec cet accord de non-censure signé avec les socialistes. Donc pour l'instant, la route, en tout cas, est dégagée. Ça ne veut pas dire pour autant que ce gouvernement de François Bayrou va pouvoir déposer des projets de loi qui porteront des réformes structurelles pour le pays, faute de majorité évidemment. Alors, autre dossier explosif, celui-ci, c'est bien sûr le droit du sol à Mayotte. François Bayrou, il a annoncé cette semaine qu'il souhaitait engager une réflexion sur l'identité française, un débat. Et c'est une annonce qu'il a faite juste après justement ce vote pour restreindre le droit du sol à Mayotte. Pourquoi est-ce qu'il veut relancer ce débat et surtout pourquoi maintenant ? Alors le débat en plus sur l'identité nationale, c'est de cela dont on parle. Mais pourquoi ? Je crois que malheureusement la réponse est politique. Ça marche. Dire qu'on est contre l'immigration, dire qu'on prend des mesures, aujourd'hui dans l'opinion, ça marche. Les électeurs de droite. Alors voilà, ça marche chez les... Oui, mais enfin, ça marche aussi, non ? Regardez les enquêtes, même les électeurs de gauche sont très, je dirais, regardent ça avec intérêt. C'est évidemment de la politique qui correspond à un moment conjoncturel. Il y a Bruno Retailleau, que Perrine connaît bien. Bruno Retailleau qui est la figure dominante de ce gouvernement, donc il y a sans doute une forme un peu de course entre les deux. François Bayrou ne veut pas lui lâcher la bride. Par contre, moi je trouve que c'est inquiétant et comme toujours sur ces sujets, eh bien quand on veut copier, ça profite à l'original et l'original c'est qui sur ces thèmes d'immigration ? C'est le Rassemblement national qui demande un référendum et j'ai vu passer dans une enquête que 84% des personnes interrogées sont d'accord pour un référendum sur l'immigration. Sans savoir qu'on n'a pas le droit d'organiser un référendum il pourrait l'être sur des aspects sociaux de l'immigration. Sans réforme constitutionnelle et on sait que pour l'instant le gouvernement de François Bayrou n'a absolument pas la majorité au Congrès, c'est-à-dire Assemblée plus Sénat réunis pour modifier la Constitution française et donc faire un référendum sur l'immigration. On doit quand même, j'imagine, s'attendre à une forte réaction, à deux fortes réactions de la part de la gauche sur ce dossier.
Oui, alors on sait que d'ailleurs le Parti socialiste a déposé une sorte de motion de censure sur l'article 47.2 de la Constitution, justement pour débattre autour de l'expression qu'avait utilisée François Bayrou sur le sentiment de submersion migratoire. Et donc ça, c'est un débat qui va avoir lieu dans les prochains jours à l'Assemblée nationale, mais c'est une motion de censure qui n'a pas de chance de passer, a priori. A priori, c'est une affaire à suivre. Merci infiniment à tous les deux. Perrine Tarnaud de Public Sénat et Richard Verly de Blick. À très vite sur le plateau du 64. On passe à présent